j'ai échangé avec Céline à plusieurs reprises et j'étais partie sur une intervention qui finalement aurait peut-être soit complété, prolongé celle de Philippe Théier, que vous avez eu déjà, je crois. Je connais quand même pas mal des intervenants que vous avez accueillis. Et puis je me suis dit finalement que je pouvais peut-être tenter quelque chose que j'ai développé il y a quelques mois à la demande. C'était une commande d'un institut de formation qui m'a demandé de travailler sur écologie culture, sachant que j'avais développé déjà il y avait quelques années toute une approche sur culture et développement durable. Et donc j'ai déjà testé cette intervention. Je l'ai raccourcie parce que je l'ai fait sur plusieurs demi-journées avec des ingénieurs qui suivent une formation qui s'appelle très pompeusement Green Tech and Sustainable Societies. Oui, j'ai mis du temps à savoir un peu où ils allaient avec cette formation-là, puisque c'était la première fois que j'intervenais pour eux. Et puis avec les étudiants et du master de l'université Lumière Lyon 2 et de l'ENSAT, qui à l'ENSAT suivent un parcours d'administration de gestion et de gestion du spectacle vivant. Donc j'avais envie de faire ça avec vous ce soir. Ça va croiser à la fois des questions d'écologie et des questions de culture, des questions d'intervention artistique et des questions de politique culturelle. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. C'est un sujet qui paraît pointu, mais qui, à mon avis, re-questionne les politiques culturelles peut-être et le développement culturel un peu autrement. Voilà. Que les autres intervenants que vous avez déjà eus et que vous aurez. Du coup, je me suis dit ça apportera peut-être une contribution un peu différente et voilà, pour ne pas qu'on dise tous la même chose parce qu'on se connaît quand même un peu dans ce secteur-là. Donc, je suis allée un peu fouiller ces choses-là et donc je vais quand même si je vous parle de politique culturelle, je vais quand même vous parler un petit peu d'écologie et voir en quoi ça croise, ça converge avec des questions donc, de politique culturelle. Donc, je vais avoir une intervention qui est qui va fouiller un peu historiquement, de manière un petit peu conceptuelle au départ, et puis après, ma deuxième partie d'intervention, elle est plutôt sur des exemples concrets pour illustrer et étayer ce que je raconte, qui j'espère va vous intéresser. Donc je vais démarrer par cette citation de Sophocle. Donc on est 441 ans avant Jésus-Christ, donc on est un peu loin dans l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement la conception que les auteurs, que les philosophes avaient de la Terre, et cette citation, elle est assez, je crois, elle illustre assez bien cette conception-là. Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grand que l'homme. Alors il y a de temps en temps des petites fautes, parce que je passe sur des traductions, excusez-moi, il y a une faute, anglaise, française, et alors de temps en temps ça se perd un peu, vous voudrez bien m'excuser. Donc, il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grand que l'homme, il est l'être qui tourmente la déesse Terre, la terre éternelle et infatigable, avec ses charrues qui chaque année la sillonnent sans répit. Donc une conception très dominante, vous voyez, presque brutale, de l'homme sur ce qu'on appelle la Terre, ce qu'on on verra plus tard appeler la planète. Et puis, je passe en 2022, et je fais un saut dans le temps de 2400 ans, et je vous rapporte une citation vraiment très récente d'Antonio Guterres, qui est le secrétaire des Nations Unies, lors de la COP 15 sur la diversité biologique, différents types de COP. Et c'est lui qui dit, donc c'est pas un activiste écologiste, c'est vraiment quelqu'un qui est en position institutionnelle et qui dit: l'homme est une arme d'extinction massive, la guerre de l'humanité contre la nature est suicidaire. Donc là, je voulais cette perspective historique et je vais, pour vous dire où on en est peut-être et en quoi évidemment ça concerne une approche profondément sociétale et donc forcément culturelle. Alors, je vais reprendre les mots d'un ami anthropologue qui s'appelle André Micou, avec qui je travaille assez souvent, et qui nous livrait un jour, on était en réunion de travail à la ville de Lyon, et il intervenait sur culture et développement durable, et voilà un peu la façon dont il nous livrait ses réflexions. Donc il disait, quand le monde
est un ici-bas par rapport au paradis, les êtres humains sont des enfants de Dieu, on voit bien à peu près à quoi ça réfère. Quand le monde est un ensemble de royaumes, les êtres humains sont des sujets du prince. Quand le monde est constitué de sociétés, États-nations, là on arrive quand même tranquillement au XIXe siècle, les êtres humains sont des individus qui peuvent être des citoyens. Quand le monde est un grand marché, alors là évidemment on est sur une approche très économique, les êtres humains sont des producteurs, des consommateurs, bref, des homo economicus. Et quand on prend conscience que le monde est une biosphère, les êtres humains sont des êtres vivants parmi d'autres, qui doivent vivre avec des ressources qui ne sont pas renouvelables, sur une planète qui ne peut ni tout fournir, ni tout absorber, on pense notamment à la question des pollutions, et où la notion d'empreinte écologique fait apparaître la responsabilité des différentes formes de vie des sociétés humaines à l'échelle planétaire. Voilà. André a longtemps présidé une institution qui était extrêmement intéressante à Givors, qui s'appelait la Maison du Fleuve Rhône. Peut-être certains d'entre vous l'ont visité, l'ont connue et sont allés voir des expositions, qui est une institution qui s'est arrêtée il y a déjà quelques années, mais donc voilà un peu comment je voulais introduire cette question-là, qui est donc une question qui n'est pas une question technologique, qui n'est pas une question technique, qui est bien une question de société. J'ai mis, on n'est pas obligé de les regarder toutes, mais j'ai mis un certain nombre de, là aussi pour aller dans l'histoire, puisque j'étais partie de moins 441 avant Jésus-Christ, je me suis dit, il faut que j'avance un petit peu à l'histoire. Donc je suis repartie de 1968 et du Club de Rome. Hein. Vous connaissez évidemment, je pense, ce club de scientifiques principalement, qui était de 53 pays différents et qui, à l'époque, préconise la croissance zéro. Ce sera une publication, ils font une publication en 1972 à ce propos, et ils emploient les termes suivants pour éviter de ruiner la planète et de ruiner l'humanité, et qui recommandent donc de penser globalement et d'agir localement. Donc on va avancer au fil de l'histoire. Je ne veux pas vous donner toutes les dates, hein, parce que je pense que certains d'entre vous les connaissent un peu, le rapport de Gro-Harlem-Brundtland de la Commission nationale des Nations Unies, le sommet de la Terre 92, et puis d'autres institutions. Je prends évidemment en compte la question internationale beaucoup, j'en parlerai évidemment aussi sur les politiques culturelles et l'action culturelle. L'Union européenne, qui n'est pas en reste en 1994, et puis on verra comment aussi elle évolue. En 2001, il y aura un sommet qui sera le sommet qui s'appelle le sommet sur le développement durable, le sommet de Göteborg. Et puis, des choses qui se passent en France, le Grenelle de l'environnement, les conférences climat, la Convention citoyenne pour le climat, l'Union européenne qui va non seulement à un moment donné voter un European Green Deal en 2020, mais aussi une initiative dont je vous parlerai qui s'appelle le New European Bauhaus et qui est le volet culture du European Green Deal. Voilà. Et puis de COP en COP, voilà, on est plutôt sur des échecs, mais aussi quand même de temps en temps des avancées, même si on les trouve insuffisantes. Alors, je voulais revenir sur ceux qui ont débroussaillé ces questions-là dans les années 70, et on fera un saut, et un saut parce qu'entre-temps, il y aura eu un peu, non pas un oubli, mais un effacement de ces penseurs, jusqu'à ce que la question écologique revienne fortement dans l'agenda. Alors, peut-être avez-vous déjà lu ou vous êtes-vous référé à ces intellectuels, qui sont, on les appelle la Sainte Trinité, entre guillemets évidemment, parce que ce sont des intellectuels qui ont beaucoup travaillé ensemble, beaucoup communiqué, ils n'étaient pas tous au même endroit. Donc André Gorz, qu'on présente très souvent avec son épouse Dorine, Jacques Ellul et Ivan Illich. Alors on est dans les années 70, ce sont des philosophes qui sont très précurseurs, mais qu'on va pendant ensuite les années 80-90 ne plus trop on va pas plus trop activer leur pensée. Donc un peu pour les décrire, parce que je pense qu'on est en train là beaucoup de les redécouvrir et de nous y référer sur la crise écologique qu'on connaît maintenant. Donc Ivan Illich, qui était un curé, qui était philosophe et qui va
dénoncer beaucoup la question de la... Vous verrez, en fait, ils dénoncent tous les questions de la technique. Ils ne sont pas des écologistes environnementalistes comme on a pu ensuite les voir dans des mouvements de protection de l'environnement. C'est plutôt des philosophes qui vont dénoncer entre guillemets, la contre-productivité des organisations modernes, notamment les questions de technologie, par exemple considérant que la voiture, ce n'est pas un bon outil parce qu'il est hétéronome, il n'est pas autonome, il dépend de l'extérieur, ce qu'on connaît aujourd'hui, l'essence qu'on met dans les voitures par exemple, alors que des outils conviviaux, parce qu'on peut évidemment, l'idée c'est pas de nier tous les outils, mais un outil qui lui est autonome, qui ne dépend que de vous si vous pédalez sur votre vélo. André Gorz, c'est quelqu'un qui a aussi, vous le savez, été journaliste, notamment au Nouvel Observateur, c'était un pilier du Nouvel Observateur, il s'appelait Michel Bosquet, de son nom de plume journaliste, qui au départ est un ingénieur chimiste, qui ensuite va se développer une philosophie, mais plutôt de manière autodidacte, et qui lui va plutôt taper sur le capitalisme productiviste. Jacques Ellul, qui est un théologien et professeur de droit, qui lui va plutôt être celui qui va penser, lui aussi, la technique comme étant une technique qui déshumanise les sociétés occidentales. Jacques Ellul, lui, il va être longtemps en Amérique latine, il va animer un lieu, voilà. Ce sont des approches tout à fait transdisciplinaires. Vous le voyez, très transdisciplinaires. Donc ils ne sont pas monotechniques, monodisciplinaires, qui suscitent un peu la méfiance du monde intellectuel à l'époque, qui sont assez marginaux, et puis qui évidemment prônent ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps dans les années 70, c'est-à-dire la décroissance. Et vous voyez, il y a entre 70 et 2020, les années 90, on va avoir un grand saut. Edgar Morin est un penseur écolo depuis longtemps, mais dans les années 90, il n'est pas forcément connu pour son approche pour l'écologie, de même que Bruno Latour. Et c'est à partir des années 2000 qu'ils vont plutôt écrire sur la question de l'écologie. Mais vous le voyez, vous le savez, Bruno Latour, il va écrire sur la question de la modernité. C'est un philosophe des sciences au départ, et il va à un moment donné écrire des ouvrages, des articles en disant « nous n'avons jamais été modernes », donc il va en fait interroger qu'est-ce que la modernité, qu'est-ce que le progrès technologique, et puis après il va avoir un tournant très politique avec son avant-dernier ouvrage, Où atterrir, comment s'orienter en politique. Et puis on va trouver des philosophes du vivant, que vous connaissez peut-être, Philippe Descola, Vinciane Després, Baptiste Morisot, qui sont des philosophes qui vont, eux, aborder les questions d'écologie en posant autrement en appelant ça la nature, en parlant du vivant. Ça, il y a une sémantique qui évolue aussi. On va le voir. On parle au départ, évidemment, vous le savez, d'environnement. On va ensuite parler de nature. Et puis, on va maintenant plutôt avoir une sémantique autour de la question du vivant. Je vous ai laissé une petite interview d'Aurélien Barraud sur France Inter, qui justement pose la question de la sémantique et qui passe sur ces différents, mais vous aurez ce PowerPoint bien sûr, qui passe sur différents mots, environnement, écologie, le vivant. Il dit même qu'écologie, ça ne lui convient pas. Aurélien Barraud, vous le savez sans doute, c'est un chercheur, professeur en sciences de l'univers, donc en astronomie, qui est à l'OSUG, donc à l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, donc qui est à côté de chez nous, et qui prend souvent la parole sur ces questions d'écologie. Et on a beaucoup du côté des astronomes une pensée écologique très, très développée. Je suis désolée sur mon PowerPoint. Il n'y a que des hommes, mais il y a aussi des femmes qui aujourd'hui travaillent, notamment je pense à Vinciane Després, qui a écrit un très bel ouvrage sur habiter en oiseaux, et ou Estelle Zong-Mandal, il y en a plusieurs maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se mettent à écrire là-dessus. Voilà, alors, je ne vais pas vous faire, là il y a des slides, il y a des diapos.
il y a des diapositives qui sont plutôt sur la question de l'écologie. Je voudrais les passer rapidement, puisque mon propos n'est pas tant qu'on fasse le constat de l'urgence écologique, et de comment on fait ce constat-là, mais plutôt avoir juste quelques références pour ensuite revenir sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire comment le secteur culturel s'empare de ces questions-là. Donc, ce que je vous ai mis, et vous pourrez retrouver, et si vous voulez, si on a le temps, on pourra y revenir, c'est la question, c'est des indicateurs, voilà, les capacités limitées de la planète, donc ce qu'on appelle l'empreinte écologique, donc ce qui nous amène aujourd'hui à parler du jour du dépassement, qui est un jour très symbolique où on a dépassé la capacité d'absorption de la Terre. Donc il y a des calculs extrêmement précis qui sont faits. Le jour de dépassement était en 2016 au mois de juillet. Il était cette année, non, il était au mois d'août, et cette année il est au mois de juillet. La question des énergies, la fameuse fin de l'abondance, mais surtout ce qui va être intéressant, et il faut reprendre pas mal d'artistes d'ailleurs, c'est la question de la société extractiviste, c'est-à-dire c'est la question de l'écologie, elle renvoie quand même à la question de avec quelle source d'énergie, avec quelle source d'alimentation, avec quelle ressources on vit, où on produit et on consomme, et donc ça nous amène à interroger ça. Cette question du climat, j'ai mis cette image-là, j'aurais pu en mettre des centaines, puisqu'il y a énormément de littérature là-dessus, donc voilà, j'ai essayé chaque fois d'avoir des références, qui soient des références plutôt institutionnelles, celle par exemple de Kofi Annan. Et puis la question du réchauffement climatique, ça c'est le glacier de l'Argentière en Haute-Savoie, entre 1860 et 2004, il a donc totalement ou quasiment fondu. La question des disparités, c'est-à-dire que cette question de l'empreinte écologique, elle n'est pas évidemment homogène, et on a des empreintes qui sont beaucoup plus fortes au nord, dans les pays du Nord, que dans les pays du Sud à l'échelle de la planète. Et puis donc les dérèglements, alors là on sort d'une canicule, donc c'était intéressant de vous le montrer, à l'échelle aussi planétaire. Et puis récemment avec la COP 15 sur la biodiversité, on dénonce une extinction de masse des animaux, mais aussi des changements profonds de la biodiversité sur la Terre et dans les océans. Donc ça, c'est le constat. Alors, on ne va pas toujours être d'accord, ça crée des débats, et tant mieux s'il y en a, ça crée des clivages, on n'a pas tous la même approche, les mots ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Qu'est-ce que c'est que le développement soutenable? Qu'est-ce que c'est que l'écologie, les différentes formes d'écologie, parce que tout le monde n'a pas la même définition ou la même approche de ça. Donc je vais vous en passer quelques-unes, et puis en vous mettant des ressources évidemment aussi, la fondation d'écologie politique, les archives, mais aussi une fondation qui s'appelle la Fondation Verte, qui est une fondation allemande, donc vous trouverez plutôt les ressources en anglais, la fondation Heinrich Böll en Allemagne. Donc, plusieurs approches de l'écologie scientifique, qui est le point de départ de l'écologie, qui a été mis au point par Ernst Haeckel en 1866, qui est donc tout simplement, si c'était simple, ça serait super, mais qui est l'étude des interactions des êtres vivants entre eux et avec l'environnement. L'écologie politique, dans sa version, dans la version des idées, comme un mouvement d'idées, qui est donc l'ensemble des analyses intellectuelles sur ce que j'ai vu avec vous tout à l'heure, les ressources, la biodiversité, les pollutions, aussi bien sur la question des problèmes écologiques que sur les modes de production, mais aussi les modes de gouvernance. Et puis l'écologie politique, qui n'appartient pas qu'aux partis politiques, donc aux partisans, mais aussi à tous les mouvements associatifs que vous connaissez bien,
de WWF à Greenpeace, en passant par Extinction Rebellion. On a toute une galaxie d'ONG et d'associations qui sont des militants, donc on peut évidemment les mettre dans l'écologie politique. On a d'autres définitions qui sont moins connues, notamment l'écologisme et l'écologie profonde. Donc l'écologisme, c'est une définition, je dirais, plus liée à l'environnement, qui dit qu'on s'organise autour en fait de trois grands éléments. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les limites écologiques à la croissance, mais aussi la critique de l'anthropocentrisme, d'où cette question du vivant, c'est-à-dire voilà, considérant, on va le voir avec cette notion d'anthropocène, que on est entré dans un temps où l'humanité est dans un moment, je dirais, de destruction, en tous les cas, d'affectation profonde du vivant. Et puis, une notion intéressante qui est la notion de biorégionalisme, c'est-à-dire qui renvoie, je pense que vous avez vu ça avec Philippe Théier, à la question du territoire, parce que l'écologie c'est aussi, et c'est en ça que ça converge avec les questions culturelles, c'est aussi une question très liée à la question des territoires. On n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même biotope, voilà. On n'a pas le territoire ne se ressemble pas, et du coup les solutions écologistes ne sont pas du tout les mêmes si vous êtes en montagne, si vous êtes au bord de la mer, sur le littoral, ou si vous êtes dans les plaines. Donc cette notion est une notion assez intéressante qui peut être prise parfois, donc je voulais vous la signaler. Et puis une notion qui a été assez critiquée, on a un texte de Luc Ferry qui traitera Arnd Hans d'écofasciste, donc vous voyez c'est quand même des mots qui sont forts. Arnd Hans c'est un Suédois qui va développer toute une pensée de ce qu'on va appeler l'écologie profonde, la deep écologie, et qui, dès les années 70, il a été retraduit et republié en 2009 par un éditeur de Marseille qui s'appelle Wild Project, mais sinon il a écrit ça dans les années 70, et donc qui alerte en disant la valeur de la vie non humaine, c'est-à-dire les animaux, le végétal, etc., a une valeur intrinsèque qui est indépendante de l'utilité que les humains en font. Et puis, une notion qui est assez proche, qui est l'écocentrisme, qui est de l'idée qu'il y a une éthique de la Terre et que il faut en avoir conscience, et en même temps la méthode rationnelle, c'est-à-dire celle de la raison, la raison des Descartes, les philosophes et les philosophes des Lumières, fait en même temps partie du problème. Donc, pour repenser l'écologie, il faudrait avoir des modes de pensée différents. C'est en partie ce que disent aussi les philosophes du vivant aujourd'hui, que ce soit Morisot, Descola, Latour, etc. Alors, la notion de développement durable, elle va nous intéresser malgré tout, puisque c'est celle qui émerge à la fin des années 80, avec ce rapport donc, de la ministre norvégienne, Gro Harlem Brundtland, pour l'Organisation mondiale des Nations Unies, et qui nous en donne une définition qui nous a, pendant de nombreuses années, plutôt convenu, donc développement soutenable, parce que c'était Sustainable Development qu'il a fallu traduire, développement durable, et voilà, aujourd'hui, après, on s'est beaucoup interrogé sur est-ce qu'il faut continuer à développer, est-ce qu'il faut décroître, et c'est toutes les interrogations qu'on a connues ces 20 dernières années. Une notion qui existe depuis très longtemps et qui n'a pas complètement été inventée par le gouvernement d'aujourd'hui, qu'on appelle la sobriété, mais qui a été surtout promue par le Mahatma Gandhi, qui écrivait vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est quelque chose qu'il avait développé. Et alors, on a plein de contributeurs. Moi, je fouille beaucoup les choses. J'ai trouvé récemment un article du géographe
qui est quelqu'un de tout à fait intéressant, Jacques Lévy, qui lui écrit sur ce qu'il appelle une écologie progressiste. Alors vous voyez, tout le monde s'y met, hein, de l'écologie profonde, au biorégionalisme, au développement soutenable, en interrogeant, c'est une durabilité plus, une durabilité moins. Donc, tout ça pour vous dire, c'est pour ça que j'ai appelé ce paragraphe 50 nuances de vert, hein, parce qu'on a... il n'y a pas comme ça une définition de l'écologie qui rallie tout le monde. Aujourd'hui, ce qui s'exprime, et tant mieux, sur le plan démocratique, c'est différentes approches de ce que pourrait être, sera et déjà l'écologie. Je ne vous parle même pas de l'écologie politique, là, je parle que de l'écologie. Et donc avec un nouveau lexique dans lequel les auteurs, les artistes, les gens de théâtre vont venir piocher, et qui est là aussi anthropocène, c'est pas capitalocène. Donc anthropocène, qui est une notion qui a émergé il y a maintenant une vingtaine d'années, est présentée comme une nouvelle ère, hein, géologique, qui est marquée par la révolution industrielle du 19e siècle, et qui serait donc, hein, le déclencheur principal de la transformation du système terrestre, c'est-à-dire de l'état de la planète que j'ai tenté de vous décrire rapidement sur les diapositives précédentes. Capitalocène, c'est beaucoup plus récent, hein, ça émerge il y a quelques années, et c'est la critique, hein, vous voyez bien politiquement de quel côté ça se situe, ça c'est sûr, de l'organisation capitaliste du monde, qui serait principalement responsable des dérèglements environnementaux actuels, et non l'humanité dans son ensemble. La notion de décroissance, qui a longtemps été très galvaudée, qui a été très minoritaire, hein, sur lequel on a beaucoup... enfin voilà, on avait un mouvement de décroissance, que ce soit silence, etc., qui était quand même pas pris au sérieux du tout, et qui revient maintenant en force, c'est-à-dire réduire la production de biens et de services pour préserver l'environnement. Vincent Léger est président de ce mouvement décroissant. Il écrit des manuels extrêmement intéressants et très illustrés, si vous avez l'occasion de le voir. Et puis un philosophe allemand, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hans Jonas, hein, et qui est celui qui, dans ses écrits, a finalement conduit à adopter ce qu'on appelle le principe de précaution. Hein, voilà. Donc c'est assez difficile à lire, c'est un philosophe allemand, comme toujours, c'est toujours un peu difficile à lire. Et puis les notions qui commencent à être, je dirais, bien connues maintenant, puisque ça renvoie même aujourd'hui dans la loi à des délits, hein, c'est le cas de la loi climat, qui donc va très officiellement, hein, considérer qu'il y a écocide quand il y a destruction, endommagement d'un écosystème par un facteur anthropique, c'est-à-dire nous. Voilà une thèse qui a pas mal fait écrire, qui a pas mal fait parler d'elle, qui est la question de l'effondrement, hein, ce qu'on appelle la collapsologie, qui est très portée par un chercheur qui habite dans le Diois, hein, tu vois, comment tout peut s'effondrer, donc l'effondrement des institutions. On retrouve la veine des années 70 sur la critique, évidemment, des organisations, hein, voilà. Donc ça vaut le coup de citer Pablo Servigne, même si Pablo, depuis, il a plutôt aussi écrit des choses où il est sorti un peu de cette question de ça va s'effondrer, pour aller vers comment on peut faire si il y a des transformations majeures de nos institutions. Alors, c'est un peu prémonitoire quand même, parce que cette question de l'effondrement, qu'on trouve quand même un peu science-fiction, au moment du Covid, on a eu l'impression qu'on l'a touché un peu, hein, du doigt, à cause du confinement, à cause de l'arrêt de l'économie. Et puis, un tournant très intersectionnel qui intéresse beaucoup mes étudiants, je peux vous dire, hein, les jeunes gens sont très intéressés par ça, qui croise l'écologie avec le féminisme, avec la question décoloniale, postcoloniale, etc., hein, qui est très très portée par les jeunes d'aujourd'hui. Je peux vous dire que si vous faites pas ce paragraphe avec mes étudiants du master, ils vous disent « Mais Pascal, t'as pas dit l'écoféminisme, t'as pas dit l'écologie décoloniale ». Ils sont quand même très intéressés par ces questions qui croisent
voilà, en fait, toutes les formes de domination, donc qui croisent l'écologie avec d'autres formes de domination, le patriarcat sur les femmes et évidemment les pays du Nord sur les pays du Sud. Donc je vous ai fait je ne sais pas quelle heure il est, j'avance sur mon truc. Alors, je crois que je suis à peu près au milieu. Donc, croisons ça, parce que ça c'était la partie écologie, on pourrait évidemment bien la densifier, et j'imagine que vous avez vu plein de choses aussi à verser dans cette partie sur l'écologie, mais moi je voudrais venir vers la question des politiques culturelles. J'ai moi-même été, je suis toujours élue d'ailleurs, j'étais aussi adjointe au maire de Lyon, j'ai construit des politiques culturelles, été embarquée là-dedans, je forme des élus, bon bref, c'est une question qui m'intéresse. On en est où alors? Je pense que là je vais croiser des choses qui vous ont peut-être été dites par d'autres. Il y avait un ouvrage qui s'appelle « La fin des cultures nationales », qui est un ouvrage qui a une petite dizaine d'années, dirigé par Louis Bonnet et Jean-Pierre Seize, des gens qui sont à la fois sur la France, mais aussi en Europe, en Espagne, etc. Et qui était un collectif d'articles disant on est de plus en plus dans une remise en cause des États-nations, et donc de fait aussi dans les politiques culturelles des États-nations, dans une remise en question, une remise en cause des politiques des États-nations. Et c'est vrai que partout, Jean-Pierre a d'ailleurs, Seize a écrit un article là-dessus, on a des phénomènes de décentralisation et des phénomènes de décentralisation culturelle, donc qui amènent finalement à donner plus aujourd'hui de puissance d'intervention aux collectivités territoriales en matière de politique culturelle. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va bien? Parce que des fois je me dis, je déroule le truc. Est-ce que c'est bien? Dites-moi oui. Hein, bon. Si, vous me direz qu'est-ce qui va. Mais là, si ça ne vous convient pas, il faut vraiment me le dire. Alors, cette fin des cultures nationales, annoncée, mais avec des points d'interrogation, vous voyez bien que c'est un système aujourd'hui, comment dire, un double bind, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on a effectivement une reterritorialisation des politiques culturelles, et je dirais un peu partout en Europe, mais quand on va au Maroc, c'est vrai, en Amérique latine, c'est vrai aussi, on a ce mouvement de décentralisation, de reterritorialisation des politiques culturelles. On a un mouvement de mondialisation culturelle qui fait que des institutions telles que l'UNESCO, telles que l'Union européenne jouent un rôle de plus en plus important, et ça depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, pratiquement une trentaine d'années, qui a amené la question de la diversité culturelle. C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est l'UNESCO. Hein. Donc il y a des enceintes internationales aujourd'hui, et l'Union européenne là-dessus monte en puissance. Ça serait l'objet d'un autre cours sur la question culturelle, hein, par exemple. Donc on a des instances internationales un peu partout, alors, beaucoup, évidemment nous on a l'Union européenne, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions du monde. Et donc les politiques culturelles nationales sont un peu, je dirais, enchâssées aujourd'hui par le territorial et par l'international. Pour autant, il y a des crispations nationales, et j'ai envie de dire nationalistes, hein, qui évidemment, vous le savez, sont fortes aujourd'hui, y compris sur le continent européen, y compris dans des pays membres de l'Union européenne, comme en Hongrie ou en Pologne, et là, plus récemment aussi sur l'Italie. Donc, quand je dis fin des cultures nationales, vous voyez, je mets des points d'interrogation partout, mais il y a une reconfiguration de l'exercice de ces politiques culturelles. La mondialisation culturelle, c'est un phénomène qui a été pas mal étudié par des philosophes, par des anthropologues, notamment ce grand anthropologue indo-américain Arjuna Padurai, hein, et qui va à un moment donné nous dire, est-ce que, alors c'est d'autant plus avec les questions numériques, avec le tournant numérique, mais quelles sont les productions qui circulent, quels sont les flux culturels qui circulent d'un pays à l'autre, et la crainte, là aussi la crainte, hein, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais c'est l'homogénéité des blockbusters, des productions artistiques et culturelles. C'est une crainte, et en même temps, il y a beaucoup de diversité. Il y a en même temps de la McDonaldisation et en même temps beaucoup de diversité. La puissance des industries de la communication et de la culture, et notamment du cinéma, et de l'audiovisuel en général, le tournant numérique et le déclin des autorités, hein, avec ça, je pense que vous l'avez vu avec d'autres plus spécialistes que moi,
sur la question des post-vérités. La transformation de la création à la créativité, de l'expressivité. Hein, le programme de l'Union européenne s'appelait Culture 2000, le programme Culture de l'Union européenne s'appelait Culture 2000, il s'appelle maintenant Europe créative, il n'y a plus le mot culture dedans. On n'est pas dans la même sémantique, on n'est pas dans les mêmes approches. Et cette espèce de crise que traversent les politiques culturelles, ça je l'emprunte beaucoup à Guy Saiz, qui est quelqu'un qui a écrit de nombreux ouvrages sur les politiques culturelles, le frère de Jean-Pierre Saiz, c'est une petite famille, les politiques culturelles, c'est-à-dire crise morale ou crise politique. C'est-à-dire comment on finance les politiques culturelles, il y a une économie de la culture, oui, et en même temps, comment on légitime ces politiques culturelles plutôt par le social ou par la démocratie. Et puis donc, pour resituer mon paragraphe sur l'écologie, et puis quelque chose qui est, à mon avis, qu'on a vécu là sur la séquence des 15 dernières années, c'est-à-dire on a pendant 15 ans dans ce pays dit les métropoles c'est bien, les métropoles c'est formidable, les métropoles c'est le lieu de l'intelligence et de la beauté, comme disait Jacques Lang quand il parlait de son ministère de la Culture. Donc les métropoles ont été montrées comme des objets extrêmement attractifs, importants et prioritaires. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à la loi MAPAM, dont Philippe, je pense, a dû vous parler, la loi sur la métropolisation de 2014, dans une idée que c'était important ces métropoles. Et il y avait très peu de critiques de ce modèle de la métropole. Or, il y a quelques années, deux chercheurs de Poitiers, donc Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti, ont écrit un article dont je vous recommande la lecture, donc, qui s'appelle « La mythologie CAM, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, comment s'en désintoxiquer ». Donc, c'est-à-dire comment sortir de représentations des métropoles qui font que eh bien, la métropole de Lyon, ce serait beaucoup mieux que la Capitale. Voilà, c'est ça que ça disait quand même. Voilà. Et que si, comme Poitiers, vous perdez votre statut de capitale régionale du Poitou-Charentes, ce qui s'est passé au moment de la fusion des régions, eh bien vous êtes foutu. Et que heureusement qu'il y a le TGV qui arrive, sinon, et que vous êtes à 1h15 de Paris. Donc cette conception d'un rapport à la culture qui passerait d'abord par des métropoles et qui donc déqualifie tous les autres territoires. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit c'est les métropoles, ça veut dire que les autres territoires, ça n'est jamais que des interstices ou des sous-territoires par rapport aux métropoles qui concentreraient l'excellence, l'attractivité, voilà. Donc, ça, c'est des choses que je voulais vous donner comme cadre sur pourquoi, du coup, la dimension écologique pourrait apporter des changements et sera déjà la bienvenue pour changer les politiques culturelles. Donc, la relation de la culture à l'écologie, elle ne va pas du tout de soi. Pour une construction, je l'ai dit déjà, c'est-à-dire dans une construction qui est que l'humanité domine le reste du vivant. Et donc, l'humanité, c'est celui qui est porteur, l'humain, c'est celui qui est porteur de culture. Donc, on a été construit, éduqué, abreuvé, et pas seulement depuis des décennies, mais depuis des siècles, par cette opposition nature-culture. Et pour changer de posture, il faut changer d'approche philosophique. Du coup, dans le secteur culturel, on n'a pas pris la mesure de ces enjeux écologiques pendant beaucoup de temps. Et en fait, le secteur culturel disait, mais ça, nous, c'est pas notre affaire, c'est une question économique, cela ne nous regarde pas. Et on avait d'ailleurs, c'était assez étonnant, une espèce de disjonction entre des artistes qui pouvaient être parfois très engagés dans des combats environnementaux. Je pense au manifeste du Rio Negro, qui est un manifeste qui existe depuis les années 80 pour la forêt amazonienne, et en même temps, très très peu de pratiques de transition écologique dans le secteur culturel. Le secteur culturel étant, lui, plutôt sur la question sociale, sociétale, société prioritaire, donc pas de lien qui était fait entre, on pourrait le dire, injustice sociale et écologie.
Et puis depuis moins d'une dizaine d'années, on commence à avoir des producteurs, des organisations culturelles, en France, en Europe, partout, qui commencent à prendre sérieusement ces choses en main, mais c'est relativement récent. Et ce qui est incroyable, c'est que après 2020, après le confinement, eh bien, une grande majorité des secteurs culturels s'y sont mis, et il ne se passe pas une semaine sans que vous n'ayez pas une rencontre, un rapport, une étude, une formation qui porte sur écologie et culture, et ça va très très vite. Avant, on avait 2-3 organisations, il y en a une en Angleterre qui s'appelle Julie Bicycle, et qui était reliée d'ailleurs au Council, au British, enfin pas au British Council, au Conseil des Arts de l'Angleterre. On avait quelques précurseurs dans les festivals, en Bretagne, ça et là, mais c'était vraiment quelques structures. Et là, depuis 2020, tout le monde signe. Toutes les organisations professionnelles, que ce soit dans le domaine des musiques actuelles, du théâtre, des arts plastiques, des musées, s'y mettent. Et on a aujourd'hui à notre disposition, de plus en plus, de nombreux rapports qui sont édités là-dessus, et de nombreuses rencontres. Il y en a eu une très très symbolique et importante et forte au Centre Pompidou au mois de septembre cette année, l'année dernière. Sur Culture et Écologie, ils ont publié toutes leurs comptes rendus, et ça a fait grand bruit parce qu'il y avait évidemment la ministre, il y avait tout le Centre national de la musique, toutes les organisations professionnelles disant on va y aller, on s'y met, on s'y est déjà mis, on va faire ceci et cela. Alors, moi j'ai regardé un peu des exemples, et j'espère que c'est ça qui va un petit peu plus nous intéresser. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur les métropoles et les grandes villes, pour qu'on navigue, et cette image, c'est l'image de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Luc Schuiten, peut-être vous connaissez, si vous lisez si vous êtes amateur de bande dessinée, vous vous rappelez qu'il y a de nombreuses années, ils avaient publié plusieurs ouvrages, parce qu'il y en a un qui est bédéiste, c'est 2 frères, et l'autre qui est architecte, qui s'appelait Les Cités Obscures. Je me souviens bien je les ai chez moi. Et plus récemment, Luc Schuiten a fait une exposition qui s'appelait La Cité Végétale, et qui était une très grande exposition avec de nombreux dessins, et qui imaginait une ville complètement végétalisée. Alors, ce sont des dessins, bien sûr, ce sont des dessins d'artistes. Après, on peut avoir aussi des choses qui commencent à y ressembler. C'est pas un montage, c'est une ville asiatique où on commence à avoir, j'espère qu'on voit assez bien, une ville qui se végétalise complètement. Alors, dans des choses assez simples finalement, les artistes sont plutôt inspirés, et dans le cadre de ce qu'on appelle à Lyon tout le monde dehors, les fêtes d'été, on avait il y a quelques années, il y avait une galerie de design, la galerie Roger Tator, qui avait invité cet artiste, Emmanuel Louis Grand, et qui lui avait dit, là il y a un délaissé urbain dans le nord du 7e arrondissement, peut-être certains quand même d'entre vous connaissent un peu Lyon, et dans cette dent creuse, puisque pour l'instant il n'y a rien, si tu veux, amuse-toi et programme quelque chose. C'était en 2003, vous voyez, il y a vraiment longtemps. Et moi, avec un autre adjoint de la ville de Lyon, on avait mis nos petits sous ensemble, et on avait aidé cet artiste à faire ce magnifique jardin, qui s'appelait le jardin d'Amarante, et il avait monté des structures comme ça, métalliques, et il avait monté des grandes fleurs. Il se trouve qu'en 2003, il y a eu une canicule en plus, donc ça a quand même marqué les esprits. Et 3 années de suite, Emmanuel Louis Grand a programmé ce jardin. Les habitants se sont donné rendez-vous, ils ont pris l'apéro, ils ont amené les enfants, etc. Or, ce délaissé urbain devait être un parking, et les habitants étaient absolument demandeurs de ce parking, parce que dans ces petites rues du nord du 7e, là, vers Sébastien Griffe et tout ça, il n'y a pas moyen de se garer, on ne peut pas mettre les voitures. Donc ils étaient tous d'accord pour faire un parking.
Sauf qu'au bout de 3 ans, ils ont dit, il n'est pas question qu'on fasse un parking. C'est eux qui ont décidé. Et ils ont dit à l'époque, ce qui s'appelait le Grand Lyon, bon, nous, on veut des jardins partagés. Et depuis, tout a été reconstruit autour de ce concept-là, puisqu'il y a là 3 jardins partagés, une place publique et des bancs où les gens viennent discuter entre eux. Et voilà. Donc une transformation comme ça de la ville qui se fait parce qu'un artiste fait une proposition. Un moment aussi qu'on a eu pendant 4 ans à Lyon, qui était que notre adjoint aux espaces verts, vous voyez, c'était pas de la culture, avait décidé qu'on allait adopter une norme ISO 14001, ce qui voulait dire que tous les jardiniers devaient apprendre à traiter les espaces verts sans intrants toxiques et nocifs. Et ils n'étaient pas formés comme ça, hein, donc il fallait qu'ils réapprennent à faire les choses. Et on leur a dit, bah, dans le parc de la Tête d'Or, on ne va pas ramasser les feuilles. Bon, donc ils ont dit, qu'est-ce qu'on en fait de ces feuilles? Donc ils en ont fait des bassins de feuilles. Et certains jardiniers sont venus nous voir et nous ont dit, bah, nous on aimerait faire une exposition d'art contemporain à partir de matériaux végétaux. Donc on a lancé un appel à projet. Ça coûtait 3 francs 6 sous, ça ne coûtait pas très cher. Franchement, c'est un des projets les moins chers qu'on a financé. Des artistes ont dit, bah, ok, nous on joue le jeu, et un parcours d'art contemporain a été créé dans le parc, gratuit bien sûr, hein, dans le parc de la Tête d'Or. Et puis, certaines années, quand on est tombé sur la Biennale d'art contemporain, on a matché avec l'organisation de la Biennale d'art contemporain, et on a pu faire aussi une grande rencontre entre directeurs d'espaces verts et artistes. On a pu inviter Gilles Clément, qui est un grand artiste qui fabrique des jardins. On a invité des artistes qui travaillent le végétal, voilà, des gens tout à fait adorables, Marinette et Henri Couéco, hein, qui sont assez connus dans ce domaine-là. Voilà, donc on a pu décliner ça à partir de la ville de Lyon. La Fête des Lumières, ça ne vous a pas complètement échappé, c'est quand même un grand événement à Lyon, et la rénovation des berges du Rhône était quand même quelque chose de très très complexe à Lyon, puisque on enlevait 1200 places de parking de voitures, qui était sur donc une partie qui avait été minéralisée à l'époque où tout le monde avait peur, et à juste titre, des fleuves, hein, avant qu'il y ait des barrages, etc. Donc ça avait été complètement aménagé en quai, et sur ce quai, on avait des voitures. Il y en avait 1200 en 2001. Et donc la décision a été prise par le Grand Lyon de refaire un parc urbain sur ce truc que vous voyez aujourd'hui quand vous allez à Lyon. Hein, vous n'avez plus de voiture, vous descendez et vous pouvez aller vous asseoir sur l'herbe, faire du vélo, marcher ou aller boire un coup. Donc ça s'est fait à partir de la décision a été prise en 2004. Enfin, le chantier a démarré en 2004, mais la décision a été prise avant. Et avec un artiste qui s'appelle François Magos, quand je m'occupais de la Fête des Lumières, on s'était dit il faut donner des rendez-vous aux Lyonnaises et aux Lyonnais, parce que ce fleuve, ils ne le voient plus. Ils arrivent, ils mettent la voiture, ils s'en vont. Comment, à un moment donné, ils vont être près du fleuve, quand il va y avoir cet aménagement en parc, en grand parc urbain, ils vont réapprendre à voir ce fleuve. Et alors, on voit assez mal, il faudrait que ça soit qu'il y ait plus de contraste, hein, mais ce sont des grandes nasses en bois avec des LED à l'intérieur, et donc qui était un moment très, très, très poétique. Hein, et donc, quand on s'approchait de l'eau, on voyait ces espèces de grandes nasses de couleurs différentes, voilà, et qui flottaient, hein, qui flottaient, ça s'appelait Nature Nature, et qui était un signe qui était donné, hein, aux habitants de la ville, pour dire, bah voilà, ce fleuve, on va s'en rapprocher maintenant, et c'est ce qui s'est passé dans la fabrication de la ville. Récemment, vous voyez, je saute des années en année, il y a eu j'évoquais avec vous la question du vivant, et donc le Tripostal à Lille a fait une grosse exposition, hein, qui a duré quand même assez longtemps, en invitant, j'en ai la liste, enfin, une grande partie de la liste derrière, des différents artistes qui pouvaient être, vous le voyez, des documentaristes, des cinéastes, des botanistes, des bioacousticiens, voilà, des artistes professionnels et amateurs.
pour qu'il traite de la question de la représentation du vivant dans des sociétés, on parle de culture, dans des sociétés qui ont gardé ce lien au monde animal et végétal. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Philippe Descola, hein, Par-delà nature et culture, mais il démarre son ouvrage sur... c'est un anthropologue, donc il vit avec les Indiens à Chouar, et il démarre son ouvrage en relatant une anecdote sur la tribu dans laquelle il est accueilli. Et le chef de cette tribu, on lui a donné évidemment il chasse hein, des animaux pour manger, et donc on lui a donné à ce chef des fusils. Et dans un moment d'emballement, il va chasser ce chef, et il tue plus d'animaux que s'il avait fait. Il avait chassé autrement, j'imagine, avec un arc et des flèches ou je ne sais quoi. Je ne suis pas une spécialiste de la chasse en Amazonie. Et donc, il revient avec plein de ces animaux pour la tribu, mais il est gêné, il a conscience qu'il a un peu été trop loin avec son fusil. Et le lendemain, sa femme se fait mordre par un serpent. Son épouse se fait mordre par un serpent très venimeux. Alors, comme Philippe Descola est là, qu'il a une trousse de secours, il arrive à sauver son épouse, mais il se rend compte, la tribu se réunit le soir et dit mais c'est une vengeance du serpent, puisqu'on a prélevé plus de nourriture que ce qu'on doit prélever. Donc, si vous voulez, l'objet de cette exposition, hein, c'est de dire comment d'autres que nous, dans nos sociétés occidentales, hein, pensent le rapport à la nature, pensent le rapport au vivant. Hein. Et là, on avait avec cette exposition de nombreux exemples, pas que l'Amazonie, mais d'autres exemples. Hein. On pense au français botaniste Francis Allais, qui a une fondation pour reconstruire une forêt primaire. Vous l'avez peut-être entendu sur France Culture, Francis Allais, il fait parfois des émissions, c'est quelqu'un d'absolument passionnant quand il parle des arbres, hein, et donc c'est tout à fait intéressant. Et puis plus près de nous, et là, si vous n'y êtes pas allé, il faut courir, moi je l'ai déjà vu 2 fois, l'exposition donc sur les fleuves, au musée des Confluences à Lyon, hein, donc une exposition qui s'appelle Nous les fleuves. Je vous ai amené le catalogue, c'est juste une formidable exposition. Voilà, vous pourrez regarder le catalogue, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux, mais je vous l'ai amené pour que vous puissiez le voir. Et donc qui va poser la question de différentes manières. C'est un musée, de société, le musée des Confluences. Hein, donc on va mobiliser plusieurs supports, évidemment des masques par exemple, hein, des animaux, la loutre, des cartes, des œuvres d'art pour interroger le rapport de l'humanité au fleuve. Ça finit par une vidéo d'ailleurs prise par une artiste suisse qui est une vidéo assez belle d'Allemands qui se baignent dans le Danube. Hein. Enfin, voilà. Allez-y, c'est juste une merveille. Certains l'ont vu ou pas? Vous allez tous y aller ce week-end. C'est vraiment cette exposition est extrêmement intéressante. C'est j'ai perdu le nom du commissaire d'exposition et ça va m'en venir. Je vais le retrouver avant qu'on se quitte. Alors, pourquoi, hein, pour aller sur cette thématique du vivant, je déroule mon fil. Vous savez donc que le Parlement néo-zélandais a été le premier, l'État hein, de Nouvelle-Zélande a été le premier État à reconnaître un statut donc d'être vivant, d'entité vivante, d'être vivant, à un fleuve. Alors, évidemment, hein, c'est pas le fleuve qui est venu siéger devant le tribunal, mais donc ça a été confié hein, comme une espèce de mandataire, de délégataire, donc à la tribu maori, hein, c'est d'ailleurs eux qui avaient revendiqué cela, et à qui on a versé, vous le voyez, des sommes assez importantes
d'indemnisation pour avoir maltraité le fleuve, et aussi on leur a confié une mission d'améliorer l'état du fleuve, de revenir. Donc vous voyez ce travail entre humains et entre différents êtres vivants pour reconstituer les écosystèmes. Alors, ça nous paraît très loin, la Nouvelle-Zélande, on se dit, c'est des Néo-Zélandais, ils sont chez eux, mais il se passe la même chose, et vous ne le savez pas, à Tours, chez nous, puisque le Polo, qui est le pôle d'art urbain, a commencé depuis quelques années une démarche qui s'appelle le Parlement de Loire. Et donc je vais vous faire écouter la directrice du Polo, si j'arrive à bien savoir faire, parce que je ne suis pas une spécialiste, je ne sais pas où c'est. Où que ce serait là, peut-être. Oui. Mais je ne sais pas s'il y aura le son. Oui. Voilà. Je crois que j'ai trouvé. D'accord. Mais il n'y aura pas le son. Ah, c'est embêtant ça. Il faut le son parce que la cause. Je crois qu'il on va essayer. C'est un magicien. Ah. On essaye ça. J'ai appuyé sur. Hop. Nous, c'est pas le casque qu'il nous faut sortir au parleur, non? C'est ça? Sortir au parleur? On va faire Casque. par là. Non, c'est casque. C'est casque? Oui. Ah bon? Faut mettre casque. Oui, je pense. Oui, Voilà. oui. Ah bon? Donc, on va voir. Si ça marche. Ça marche pas. Fil, mais. Directement sur l'ordinateur. Ah oui, le son est coupé sur l'ordinateur, oui, effectivement, pardon. Là, on entend ou... Oui, on entend les oiseaux. Oui, bien sûr. Et on peut mettre en... Le Polo est donc une structure particulière entre le monde artistique et un monde terre à terre, le monde de l'urbanisme, de la planification, de l'ingénierie territoriale. Et donc, en mêlant les deux mondes, nous avons une approche qui permet de faire des pas de côté, de décadrer. L'urgence portée par le fleuve Loire nous a permis de travailler à faire monter cette nouvelle culture du retournement pour penser les territoires avec des entités qui constituent le fleuve par le système d'audition, par le système d'enquête, avec une hypothèse fictionnelle. Et si on faisait un Parlement de Loire? Le Parlement de Loire permet de montrer de façon très incarnée comment réfléchir les règles du vivre ensemble, humain et non humain. Ici, pour la première fois en Europe, un fleuve avait la possibilité de s'exprimer et de défendre ses intérêts à travers un système de représentation interespèces. Et c'est là qu'a émergé cette forme des auditions, des commissions d'information. Une commission d'information, c'est ça. Il y a des gens qui veulent arriver à une fin, donc ce serait le Parlement de Loire, et on va auditionner des gens qui ont réfléchi à ces questions, droit de la nature, anthropocène, capitalocène, et aussi des gens du bassin, proches de la Loire. Voilà. Ces auditions se lisent comme des nouvelles, comme un récit, et c'est le socle de ces 2 ans de travaux réflexifs, avec une commission, avec quelqu'un qui a mis en récit l'ensemble de ces auditions. Les assemblées, 2 jours d'événements, donc des événements pour restituer, pour penser, pour partager avec un public plus large, mais aussi pour expérimenter. Le pas d'après, donc c'est constituer le collectif dans le Val de Tours, essaimer
faire en sorte que d'autres collectifs puissent monter et se révéler en Assemblée de Loire, des collectivités, de travailler sur des réalités et sortir de la fiction. Je pense que cette démarche, elle est aussi issue de quelque chose qui est dans l'air, qui est ce qui est dans l'air, c'est l'alerte et l'urgence à agir. Nous avons suivi un chemin de long fleuve pour réécrire le monde, pour changer notre maison, pour faire tomber les murs, nous rapprocher de nous. Vous voyez beaucoup de collectivités qui ont soutenu hein, le polo, mais aussi des collectifs d'artistes. Alors, comment on fait? Et voilà. J'ai bientôt, je crois, terminé. Non, c'est pas du tout ça. Si. Voilà, donc cette expérience menée par le pôle art urbain de Tours, dans le cadre du SDAGE, hein, c'est des politiques publiques bien repérées. Des gens de théâtre, hein, alors c'est une compagnie qui est dans la région, hein, qui est à Lyon, la compagnie Marzouk Machine, qui elle va faire le choix de travailler sur un spectacle qui s'appelle Apocalypse, justement, hein, qui est un spectacle de théâtre. Voilà, si vous voulez, vous pouvez aller, j'ai mis un lien pour écouter donc la directrice, voilà, la directrice pour qu'elle présente ce projet. L'école d'art d'Annecy, donc dans le cadre d'un projet qui s'appelle Inter... Ça va? C'est bon? Dans le cadre d'un projet Inter... Non, on n'entend plus? Ah ouais. Voilà, qui travaille aussi sur la question des effondrements, donc notamment dans l'effondrement des Alpes, hein, dans la montagne, donc avec le Centre de photographie de Genève et l'école d'art pour photographier, représenter. Oh là là, je suis très perturbée moi par ces trucs-là. Représenter donc voilà, et imaginer d'ailleurs hein, la montagne quand elle ne sera plus blanche mais verte. Un projet qui a duré 3 ans, 2018 jusqu'en 2021, et qui est financé par un des programmes européens transfrontaliers qui s'appelle Interreg. Évidemment, la question des jeux. Une compagnie qui est à Villeurbanne, qui s'appelle le Complexe Capharnaüm et qui travaille sur, c'est plutôt une compagnie, je dirais, d'art dans l'espace public, hein, donc, et qui a en 2020 qui a travaillé avec le CEA, hein, le commissariat à l'énergie atomique, sur la question des énergies renouvelables, et qui donc va travailler sur le photovoltaïque et créer un dispositif sous forme d'un média visuel, c'est une espèce de cabine, moi je l'ai vu, dans lequel on rentrait et qui nous expliquait comment l'énergie était produite et la question du manque d'énergie. Très prémonitoire finalement quand j'y pense. Hein. Moi, je suis allée le voir en février 2020, il y a eu le Covid et le confinement juste après, et en fait qui posait une question qui finissait par on va devoir choisir où est-ce qu'on met l'énergie et qui c'est qui décide. Donc qui posait la question démocratique évidemment hein, de la prise de décision.
une compagnie de danse de la compagnie de Jérôme Bell, qui en 2019, vous voyez, tout ça est très récent, a décidé de ne plus prendre l'avion, sauf que c'est une compagnie internationale qui travaille aux États-Unis, qui travaille en Asie, et là, qui travaillait à Taipei, hein, et donc qui témoigne, parce qu'ils se donnent une contrainte qui est de ne plus prendre l'avion, de la façon dont ils vont travailler à distance, hein, avec d'autres chorégraphes, avec d'autres artistes, évidemment par visio. Alors il y a aussi un impact écologique du numérique, hein, donc voilà, mais en tous les cas, ensuite ils vont transmettre, hein, des formes chorégraphiées, et ensuite les tournées se feront, ce qui est remarquable aux États-Unis d'ailleurs, sans prendre l'avion. Donc comment la contrainte change les modes de création artistique, pas seulement de production mais de création. Un exemple là à côté de chez nous très sympathique, qui est un projet qui est financé par Europe Créative, qui s'appelle Along the Walk, et qui est un projet de mobilité douce. Donc c'est une compagnie qui est à Lyon, qui s'appelle Combat Absurde, qui travaille avec un théâtre à Berlin, le Gorilla Theater, et qui a un partenaire slovène. Et à trois, ils ont monté un projet, c'est une coopération petite échelle, hein, donc d'Europe Créative. Et la proposition qui a démarré en septembre, c'est de faire 14 marches à pied, par des tandems, enfin des duos, dans 8 pays différents, et qui produisent donc du théâtre, de l'écriture, de la danse, voilà. Toute forme de création artistique. C'est une recherche-action, etc. Et à la fin de la semaine de marche, on propose un travail, work in progress, un travail artistique, et on interroge justement cette question du voyage, du cheminement, de la mobilité douce et du rapport au territoire. Encore une fois, vous voyez, la question c'est beaucoup qu'est-ce qu'on va trouver sur le territoire où on marche, et en quoi c'est une source d'inspiration pour les artistes. Voilà, mais là il faut que vous alliez l'écouter, une chorégraphe, hein, Betty Chomanga, hein, qui a travaillé sur un spectacle qui réfère beaucoup à la question et de l'effondrement et de l'urgence climatique. Et puis pour finir, une structure que je connais bien, je suis au conseil d'administration du CCO La Rayonne à Villeurbanne, qui est un tiers-lieu qui combine à la fois une salle de spectacle, un pôle économie sociale et solidaire, une microfolie numérique, de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement du logement social, de l'habitat social, et qui a le grand espace vert qui est derrière, comme souvent, c'est un jardin qui appartient à la municipalité de Villeurbanne. Mais la municipalité a décidé, puisqu'on est sur des expérimentations sociales, que ce grand espace vert serait co-géré par les habitants et le service des espaces verts. Donc pendant 2 ans, ils sont en train de préparer, hein, la co-gestion, non pas l'autogestion, puisque ce sera aussi géré par la ville de Villeurbanne, et en se posant des questions de comment on entretient un espace vert pour pouvoir en profiter. C'est-à-dire on n'est plus sur débrouillez-vous les gens des espaces verts et on veut avoir un parc dans lequel on amène nos enfants, mais on est bien sûr, on prend la responsabilité de cet espace, voilà, et on en fait aussi un objet partagé entre nous, habitants, et avec des artistes qui évidemment sont des artistes qui travaillent dans le pôle à côté, qui est un pôle donc culturel. Voilà, j'ai fini ma présentation et je veux bien vos réactions, qui m'intéressent beaucoup. Je peux remonter sur les diapos si cela vous intéresse. C'est peut-être pas des questions, c'est des témoignages, ça peut être des témoignages, des qu'est-ce que vous en pensez, des expériences à partager. Vous n'hésitez pas, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Je vais commencer. Allez-y. Je me posais des questions au sujet du projet à Tours, autour de la Loire.
On a vu beaucoup de partenaires artistiques, mais à aucun moment on a vu des pêcheurs, on a vu des gens qui étudient la qualité de l'eau, les entreprises. Et j'avais l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'était très perché et que ça segmentait les choses. Mais c'est juste peut-être ma vision. Oui, oui, alors c'est pas, effectivement, c'est pas ça qui se passe, puisqu'en fait, comme je l'ai mis, je vais essayer très vite, ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc le SDAGE. Donc forcément, vous êtes obligé d'avoir tous les acteurs du fleuve, alors que ce soit les associations de pêcheurs, mais la direction de l'environnement, mais enfin tous les techniciens qui interviennent sur le fleuve. Parce que dans le rendu, on avait l'impression que c'était uniquement culturel et artistique. Et que... Non, non, pas du tout en fait. Ouais, hein, c'est bien l'idée d'avoir, de mélanger les approches et je pense que c'est même comment dire, non seulement une nécessité, mais une particularité de ça. C'est-à-dire dire, on ne va pas approcher que par la technique, que par l'usage, c'est-à-dire les pêcheurs, que par la technique, je ne sais pas, par exemple la direction de l'environnement, que par l'art, on va s'écouter, se parler pour dire c'est quoi les enjeux. Alors, pour ceux qui connaissent la maison du fleuve Rhône à Givors, on avait aussi ce type d'approche, c'est-à-dire on avait de l'anthropologie, on avait des artistes, on avait la prise en compte des usagers, de tous ceux qui travaillent sur le plan Rhône. À l'époque, c'était ça aussi qui était complètement en jeu. Là, la différence entre ce qu'on a pu, moi je connaissais bien la maison du fleuve Rhône, mon mari en était le trésorier, donc on allait voir à peu près toutes les expos, on suivait beaucoup les recherches. La différence, c'est que, encore une fois, on intervenait sur le fleuve, sur la question du fleuve, pour en faire un objet qui pouvait être un objet scientifique, culturel, social, économique, voilà, c'était un objet. La différence avec le Parlement de Loire, c'est qu'on considère que le fleuve doit être, finalement, est un être vivant qui doit être représenté pas seulement pour l'utilité qu'il a, mais en tant qu'être humain lui-même. C'est toute la difficulté de qui parle, et qui représente qui, et comment on fait ce passage, qui est quand même un peu, alors là, qui est une fiction, hein, c'est ce que dit Maud Le Floch d'ailleurs, il y a un moment donné, on est sur une fiction, voilà, on est quand même sur une fiction, comme en Nouvelle-Zélande. Hein, et on va en fait renvoyer à d'autres responsabilités, mais c'est une autre façon d'aborder les choses que ce que j'ai pu moi connaître à Givors en tous les cas. C'est ça que je trouve intéressant dans l'exemple, qui n'est pas forcément reproductible, hein. Je sais pas, c'est intéressant de pousser un peu les choses et de voir, mais... Je pense qu'il faut voir à l'usage après, une fois que cette organisation a été mise en place et que cette reconnaissance du fleuve, comment elle va se traduire humainement, c'est-à-dire tous les intervenants, parce que bien souvent il y en a qui prennent la main et qui vont éliminer les autres. C'est sûr, c'est sûr. Et donc faire un expérience. C'est ça. Donc l'idée je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, parce que la question du Parlement, c'est justement de mettre tout le monde. Oui. Et voilà, c'est de dire, c'est pas que l'affaire de la ville ou de l'interco, c'est pas que l'affaire de la direction de l'environnement, c'est pas que l'affaire d'eux, mais c'est à un moment donné, pour ça, audition, dialogue, partage, et on peut avoir la même chose sur la montagne. Hein. Moi, je connais aussi plein d'usages, en tous les cas de polémiques ou de débats très difficiles dans des zones de montagne, par exemple. Là, on peut l'avoir, vous le savez, avec quand il y a le loup qui arrive, quand les éleveurs disent « Attendez, le loup mange nos bêtes, donc il faudrait peut-être bien calmer le loup. » Voilà. Donc, il y a toutes ces... Mais il y a aussi les promeneurs, hein, les promeneurs qui marchent dans la montagne et qui croisent des gros patous qui peuvent leur attraper le mollet. Donc, on va avoir, pareil, sur les usages de la montagne, des conflits d'usage. Donc, soit on considère qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre et qu'il y en a un qui gagne, voilà, mais soit on a, à un moment donné, on pourrait imaginer, pareil, un parlement de telle montagne, par exemple, hein, et de dire, on se met tout autour de la table, on a des usages, parfois ils se confrontent, parfois ils sont tout à fait compatibles, il n'y a pas de problème, et puis parfois ils ne le sont pas. Donc c'est assez intéressant
de poser des choses plutôt comme ça que de les poser dans un affrontement qui finit toujours par, par créer de la tension et des conflits. Là, il y a une évolution de comportement individuel aussi. Oui, oui. C'est indispensable. Si on veut pouvoir parler, il faut pouvoir écouter l'autre aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est une grosse difficulté parce que ceux qui veulent parler empêchent les autres de dire. Oui, c'est sûr. Souvent, pas toujours, mais voilà, je pense qu'il y a une évolution de chaque individu aussi pour s'intégrer dans ce système. C'est pour ça que les exemples que je vous ai montrés, à part les exemples, je dirais, de programmation comme le tri postal sur les êtres vivants, qui est vraiment une exposition, je dirais, avec une commissaire. Vous pouvez écouter d'ailleurs en ligne, elle décrit ça. Les autres exemples sont des exemples politiques, c'est-à-dire nos habitants qui habitent à proximité du CCO de Villeurbanne et qui vont s'engager dans la cogestion du jardin, ils vont prendre des responsabilités vis-à-vis de cet espace pour tout le monde. Si c'est plus une délégation au service des espaces verts de la ville de Villeurbanne qui ferait ce qu'elle sait faire, entretenir un espace vert, décider des horaires d'ouverture, enlever un arbre, en replanter un ou pas, si c'est plus les espaces verts qui le font, c'est quel type de gouvernance démocratique? C'est la même chose qu'un parlement. C'est dire à un moment donné quelle est la forme de gouvernance qu'on va avoir pour gérer le vivant à l'intérieur de la ville. Et donc c'est finalement toujours la question qui nous habite, nous élus, des politiques publiques et de la gouvernance des politiques publiques. Comment on le fait, dans quelles conditions, et comment on crée plutôt du consensus, même si parfois il faut passer par le repérage des dissensus et des désaccords. Mais après, c'est pas la loi du plus fort. Oui, on a carrément un choix de société dans ce cas-là. Et dans laquelle chacun d'entre nous a un rôle. Un rôle, oui. C'est ça. Moi, je voudrais revenir aussi sur les danseurs qui ne prennent plus l'avion. Alors, ça me surprend un petit peu parce que la danse est aussi une relation du public avec les acteurs. Bien sûr. Comme une pièce de théâtre ou autre chose. Et bon, comme tout le monde, je suis des formations par la distancielle et tout ça. Non, mais ils font bien du spectacle vivant. Oui. C'est-à-dire que la transmission de Jérôme Bel, c'est-à-dire qu'il travaille en visio avec d'autres chorégraphes et d'autres danseuses et danseurs, pour ne pas avoir à prendre l'avion quand il est obligé de prendre l'avion. Si c'est aux États-Unis ou en Corée, là, il va devoir prendre l'avion. Donc il travaille comme ça. Ce sont ensuite des chorégraphes et des danseurs qui continuent le spectacle, mais lui ne se déplace plus. D'accord. Mais après, voilà. Mais ces pratiques-là, le secteur culturel est en train de les mettre en place. C'est-à-dire que même l'Opéra de Lyon, moi je suis directeur de l'Opéra de Lyon, aujourd'hui on se pose la question de faut-il chaque fois prendre un avion pour assister à la première du spectacle qui a été créé à Lyon, si le spectacle par exemple va en tournée à Vienne ou je ne sais où, donc faut-il forcément de la mobilité par avion? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses auxquelles on dit on renonce, c'est une question de choix, donc de renoncement, on renonce pour faire baisser l'usage, ce qui ne veut pas dire le supprimer. La Jérôme Bel, lui, il a été dans une position extrêmement radicale, il a dit plus jamais, et à tous ses chorégraphes, à tous ses danseurs. Moi j'ai interrogé sa directrice, sa co-directrice, je trouve que c'est... Voilà, c'est extrême. Il y a quand même une position radicale, voilà. Voilà, c'est très radical, c'est pour ça que je l'ai noté. Mais sans cette radicalité, aujourd'hui, le secteur culturel interroge la question des mobilités, vraiment fortement, parce que quand vous regardez l'empreinte écologique d'une institution culturelle, il y a un très chouette projet là qui est en train qui s'est finalisé, puis qui rentre dans une deuxième phase, dans un lieu à Lyon qui s'appelle le Périscope, qui est un lieu de jazz, peut-être que vous connaissez. Et en fait, ils ont fait une première étude grâce au financement européen, d'ailleurs, c'est aussi un programme Europe Créative, c'est aussi un projet financé par le programme Europe Créative. Ils ont fait une première expérience
Ils ont regardé comment 7 salles de spectacle, quelle est l'empreinte écologique, ils ont calculé très précisément l'empreinte carbone en fait, hein, des 7 salles de spectacle, et aucune surprise, c'est la question des déplacements qui pèse le plus, la question du déplacement des ensembles qui viennent jouer et la question du déplacement des publics. Mais ce n'est pas les publics qui ont la plus fort, c'est les artistes, c'est la mobilité des artistes. Or, quand vous êtes un programmateur, vous vous dites, est-ce que je vais passer mon temps à programmer que ceux qui sont, je ne sais pas, si je suis à Lyon, je vais programmer que les gens de Bourgoin-Jallieu ou d'Oyonnax. Ça va un peu assécher la circulation des producteurs. Ils en arrivent là, enfin, c'est ça, donc l'idée c'est quand même, voilà. si on ne veut pas en arriver là, d'essayer d'amortir et de faire jouer des spectacles sur des... Pardon. Je dis les directeurs de théâtre, ça ne fonctionne pas. J'essaie de parler fort, ça ne fonctionne pas, les gros. Les directeurs de théâtre, on arrive effectivement à cette logistique intellectuelle et irresponsable en fait. Et comme vous dites, à un moment... Ça va assécher la programmation. Exactement. On est à la fois dans la créativité et du développement. Ce que vous dites, c'est passionnant. Enfin, franchement, c'est passionnant. Mais on a l'impression de passer d'un extrême à l'autre. C'est ça. Et moi, j'aime bien le terme développement soutenable. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas... Est-ce qu'on est obligé de passer... Oui, d'arriver de cet extrême à l'autre, on est obligé d'être raisonnable, effectivement. Mais est-ce que la culture... On tourne vite en rond, je veux dire. C'est ça. Donc, bien sûr, moi je suis... Et pour autant, quand on est la culture du territoire, on ne l'a pas encore explorée. La situation aujourd'hui nous y contraint, nous y oblige. Je vois sur Villefontaine, moi je suis élue à Villefontaine, on a un jardin partagé magnifique dans lequel il se passe un certain nombre de choses et depuis un certain nombre d'années, on n'est pas précurseur mais pas loin. Et donc on explore déjà parce qu'on est déjà sensibilisé à cette nécessité de travailler en localité, en proximité. Mais parfois il y a ces grands écarts et cette moralisation systématique qui est un peu pénible. Mais les secteurs culturels, là, sont vraiment très en train de s'organiser. Alors, j'ai pas pu tout vous passer, mais dans les recherches que je fais actuellement, on a notamment des réseaux européens, comme il y a une grosse plateforme qui s'appelle On the Move, et qui a toujours encouragé la mobilité des artistes, hein, donc sur l'ensemble de l'Europe, voire au-delà du continent européen, et qui donc réinterroge sur comment on va pouvoir continuer quand même à se déplacer en tant qu'artiste, en tant que producteur, en tant que programmateur, en tant que technicien, tout en diminuant quand même, de manière à ce que l'empreinte carbone soit beaucoup plus faible. Et ils sont ingénieux, ils vont trouver. C'est pas question qu'on se... Moi, les derniers spectacles que j'ai vus au Velin, c'était des Canadiens, sur le no-show. Qu'est-ce que j'aurais été triste de ne pas voir ce spectacle. Il était super ce spectacle. Donc j'étais très contente que des Canadiens aient fait le déplacement et ils ne sont pas venus en pédalo. Donc à un moment donné, il va falloir réfléchir on fait des... Mais si vous voulez, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pour ça que ça change, ça va affecter. Ce que je vous dis là a l'air d'être un peu perché, que les artistes ont poussé un peu le bouchon, mais en réalité, ça fait plusieurs années, presque décennies, qu'on dit, notamment dans le domaine du spectacle vivant, qu'on produit beaucoup plus que ce qu'on peut diffuser. Vous avez deux solutions par rapport à ça. Vous dites, il y a qu'à y avoir moins de compagnies. Moi, ce n'est pas ma position. Ma position, c'est de dire, il n'y a jamais assez d'artistes, il n'y a jamais assez de gens qui font des propositions artistiques. Donc, si on dit, on fait ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi on dit ça? C'est que vous connaissez sans doute les chiffres. On a une moyenne de 3 représentations par pièce de théâtre. Hein, quand une pièce de théâtre est créée, une moyenne nationale de 3 représentations. Donc il y en a qui jouent une fois et d'autres 10 fois. Et c'est encore moins pour la danse. Donc on est face à un système qui est ce qu'on appelle un système productiviste, c'est-à-dire que les financements publics s'orientaient sur la production, soit via directement les collectivités publiques, soit via les diffuseurs et les producteurs. Donc aujourd'hui, reposer la question qu'on pose depuis très longtemps d'ailleurs dans ce secteur, qui est de dire
un spectacle est créé, il faut pouvoir en profiter complètement, qu'il fasse des séries. Avant, on avait des séries longues dans les théâtres. Maintenant, on n'a que des séries courtes. Donc, avoir des séries beaucoup plus longues, mais que ce spectacle soit aussi en capacité de se transformer, passer d'une grande forme à une petite forme, hein, des transformations comme ça, que cette mobilité, la mobilité organisée, lui permette effectivement de partir sur des tournées de proximité, etc. C'est-à-dire que cette question de l'écologie est en train puisque c'est son rôle, hein, cette question de l'écologie, elle pose la question de l'économie. Et non pas le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'elle est en train justement de bousculer le secteur culturel pour dire revoyez votre modèle aussi économique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde, pour les contribuables, pour les producteurs, pour les diffuseurs. Donc c'est en ça que je pense que ça annonce des transformations importantes. Là, j'ai l'impression qu'on parle de la culture uniquement les spectacles qui sont donnés à droite à gauche. Il y a aussi la culture quand les gens les gens dans un quartier font quelque chose, qui est un artiste qui vient pour faire travailler les gens. Ça, on n'en parle pas du tout apparemment. Et ça coûte rien en point de vue écologique. Alors, moi, je suis tout à fait pour. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je n'ai pas d'exemple précis qui aurait à voir avec... Maintenant, ça existait plus avant. Maintenant, c'est plus... Moi, je suis tout à fait d'accord avec la dame. Il y a quand même pas mal de lieux où il y a de l'expression artistique, toutes les maisons déjeuner de la culture, toutes les... Oui, leur les murs, en fait, quand les artistes... Il y a beaucoup de projets participatifs en ce moment, énormément. Hein. Il y a beaucoup de projets participatifs. Nous, en tous les cas, sur la métropole de Lyon, on en a beaucoup, et puis depuis très longtemps. Alors moi, je ne les ai pas forcément rentrés dans l'écologie, mais j'ai le souvenir d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Céline Daudelin, qu'on avait programmée sur une résidence d'artistes à Gerland, et qui travaillait, elle, sur la présence des mauvaises herbes dans les rues. Et elle faisait travailler, en fait, les enfants des écoles et de la maison des jeunes du 7e arrondissement, là, sur du dessin, tout simplement. Donc, elle les a travaillés sur... en plus, il y a le jardin de Gilles Clément qui est à l'ENS juste en face, donc qui rentrait dans le jardin, et on était sur de la pratique amateur, avec une artiste professionnelle. Donc c'est pas nouveau, cette question d'utiliser la nature. La nature, elle a toujours été très inspiratrice pour les artistes. C'est le fondement même de tout le mouvement romantique en plus. Donc elle a toujours été une source d'inspiration, mais c'est pas la même chose de dire c'est une source d'inspiration, on dessine, on écrit, on fait de la musique, que de poser la question des politiques publiques de la culture. Moi, c'était ce que je m'étais donné comme c'est pas sur la question des partis amateurs, mais bien la question de comment les politiques publiques aujourd'hui sont bousculées par l'écologie. Mais même les politiques publiques peuvent non pas uniquement programmer des spectacles pour des spectateurs, bien sûr, ils peuvent participer à bien sûr, démocratiser, que la culture, ce ne soit pas la grande culture. Vous voyez ce que... Alors, ça se fait dans les écoles, ça oui. Il y a des artistes qui viennent dans les écoles. Alors c'est un autre sujet, c'est pas le sujet que j'ai traité. Je suis complètement d'accord avec vous en plus. Donc, mais c'est pas. On aurait pu traiter un sujet qui est ce qui s'appelle la culture participative. Il y a énormément aujourd'hui d'initiatives où des gens produisent eux-mêmes leur spectacle, on le pratique, soit seul, soit collectivement, en amateur. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui. Il y a des espaces pour ça. Il y a une chose peut-être dans laquelle moi je suis assez où je vous rejoindrai si je comprends bien votre question, qui est que depuis une trentaine d'années, on a assisté à une professionnalisation de la culture. Hein. Ça date notamment des années 90 et une professionnalisation importante avec une expertise qui s'est développée, hein, c'est-à-dire aussi bien dans les métiers du management, de l'administration, de la production, de la gestion, où avant on avait des gens qui étaient plus improvisés, que dans le domaine artistique où on a maintenant de grandes écoles d'art, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, du spectacle vivant, de la musique, on a des grandes écoles. Et il y a eu ce système de professionnalisation, y compris dans les politiques publiques.
logique, c'est-à-dire qu'avant, dans les collectivités territoriales, quand moi j'ai commencé dans les années 80, très longtemps que je travaille dans ce secteur-là, il y avait des gens qui arrivaient dans le métier d'administrateur, c'était d'anciens comédiens, d'anciens techniciens, ils avaient été régisseurs, ils avaient été musiciens, puis ils changeaient de métier et ils s'improvisaient, ils devenaient directeurs des affaires culturelles, chargés de mission, etc. Et ça, c'était dans les années 80. Après, il y a eu tout un système de formation, que ce soit dans les collectivités territoriales ou dans le secteur professionnel lui-même, qui fait que maintenant, il y a assez peu d'autodidaxie, effectivement. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils sont passés par un master, ils sont passés par une école professionnelle, et ils ont sans doute plus la fraîcheur qu'avaient tous ces militants des années 80 qui arrivaient dans le secteur, qui y arrivaient, pas forcément parce qu'ils y avaient été formés, mais parce qu'ils avaient vraiment envie que les choses se passent. Donc ça, c'est vrai que il y a un ouvrage d'un politologue de Strasbourg, Vincent Dubois, qui s'appelle L'élu, l'artiste et le gestionnaire, et qui, effectivement, démontre qu'on a tellement technicisé les métiers qu'on est plutôt en face d'une technique des politiques culturelles, et que la question du sens des politiques culturelles, parfois, elle s'est aussi un peu perdue au passage. Alors, il y a justement, pour dire le contraire de ce que je viens de dire, il y a parce que ça arrive aussi, il y a une revue qui s'appelle l'Observatoire des politiques culturelles et qui vient qui est au printemps, pas juste, il y a déjà 9 mois, mais a sorti un ouvrage sur quand les villes repolitisent la culture. Pas repolitise au sens de droite, de gauche, on s'en fout, c'est pas la question, mais redonne du sens à la culture, parce qu'effectivement, les villes étaient devenues, parce que c'est elles qui financent le plus la culture, les villes, vous le savez peut-être, ça, c'est ce qui plus que l'État maintenant, et donc les villes étaient devenues des gestionnaires de la culture. Et la question du sens de l'action artistique culturelle, c'était au passage bien émoussé. Et là, il y a un comeback de ces questions de sens qui revient et c'est plutôt bien. Oui, mais je voudrais savoir si financièrement, parce que c'est quand même un peu le nerf aussi de la culture, pas que de la guerre, ça suit parce que moi je travaille dans le secteur culturel et quand on voit les budgets qui sont absorbés par les grandes institutions, opéra, conservatoire et tout ça, par rapport justement aux initiatives plus proches du terrain, plus démocratique, donc on peut être plus écologique, on peut quand même se poser des questions. Alors bon, moi je suis partie à la retraite, ça a peut-être changé, je le souhaite, parce que je trouve que le discours et les finances ne sont pas toujours très concordants et on parle beaucoup d'expérience, mais ce n'est pas la culture quotidienne qui devrait éveiller un maximum de population. C'est ce qu'on appelle les droits culturels. Je pense que Philippe va dû vous en parler un peu des droits culturels, je sais pas, ou pas, vous étiez peut-être pas tous là sur l'intervention de Philippe Tellier. Mais il y a eu un gros débat là-dessus dans les années 2010, puisque en fait ce que vous évoquez, c'est une réalité économique, c'est-à-dire que, alors après, la particularité des politiques culturelles, c'est qu'elles sont ce sont des financements croisés, elles sont cofinancées. Et beaucoup d'institutions ont à la fois un financement de l'État, de la collectivité locale, de la collectivité régionale, la billetterie, bien sûr, donc une économie qui croise quand même les sources de financement. Beaucoup quand même de structures ont des doubles, des triples, des quadruples financements, parce que les politiques culturelles sont construites comme ça en France. Ceci dit, si vous voulez, les gros bateaux, et notamment sur Paris, parce qu'il faut quand même voir la différence qu'il y a entre les budgets du ministère de la Culture, les budgets du ministère de la Culture, et ça n'a pas changé, aucun ministre n'a réussi à inverser ça, c'est que la moitié du budget du ministère de la Culture est dépensée sur l'Île-de-France, et l'autre moitié sur les 12 autres régions. On a 13 régions, on a une qui engloutit la moitié des institutions parisiennes, franciliennes. Ça, c'est c'est un postulat de départ qui est lié à la centralisation française, est lié à l'État jacobin qu'on a eu pendant des décennies, depuis la Révolution française et même avant, avec la monarchie,
qui fait que tous les grands établissements culturels, le Louvre, la Villette, le Palais de Tokyo, les opéras, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, vous avez toute une série comme ça d'établissements qui ne sont pas des établissements locaux, qui sont des établissements nationaux. Et donc qui sont directement gérés par le ministère de la Culture. Ce qui fait par exemple, ce qui est assez incroyable, la ville de Lyon dédie 20% de son budget à la culture, la ville de Paris dédie 7%. C'est la seule grande ville qui est dans cette Strasbourg, Lille, Bordeaux, Nantes, Villeurbanne, pas Marseille qui dit pauvre, mais c'est 20% de 18, 19, 20% du budget municipal sur la culture. Paris, qui a l'offre artistique et culturelle la plus puissante, c'est 7% par la ville. Parce que le reste est pris en charge par le ministère de la Culture. Donc on a déjà cette construction qui est très difficile de détricoter. Jack Lang avait dit « je le ferai », il ne l'a pas fait, personne ne l'a fait, mais aucun ministre de la Culture n'a réussi à le détricoter, ça, parce que ça rentre tout de suite dans des établissements qui, si on les abandonnait, fermaient la porte. Donc, ce qui est venu compenser ça, c'est les collectivités territoriales. Depuis 82, depuis les lois de décentralisation de 82, elles sont montées, les communes en première ligne, hein, et puis les intercos forcément avec les communes, les intercommunalités avec les communes, et puis un tout petit peu les départements, un peu plus les départements et un tout petit peu les régions. Mais donc, ça a fini par s'inverser, c'est-à-dire aujourd'hui les collectivités territoriales financent plus la culture que le ministère de la Culture, mais tout dépend de ce qu'il y a sur le territoire. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas partout un opéra, il n'y a pas partout un conservatoire régional, il n'y a pas partout des gros bateaux, comme vous dites. Hein, et donc, ce que vous dénoncez est presque plus prégnant à Lyon qu'ici à la Capri, où il y a des institutions culturelles de taille moyenne qui, à mon avis, sont moins, voilà, sont moins argentivores, comme on dit. C'est une puissance économique. Voilà. Budgétivore, je cherchais le mot, merci. Que l'opéra ou le conservatoire rayonnement régional de Lyon. Hein. Vous êtes un petit peu préservé ici sur ce territoire par rapport à Strasbourg ou à Bordeaux, qui ont des très très gros bateaux. Voilà. Et quand on veut le desserrer, quand on dit oh ouais, c'est extrêmement compliqué parce que à l'opéra, il y a 320 salariés, il y en a 200 qui sont des fonctionnaires territoriaux. Vous faites comment? Et si on met les publics en face, en plus? Alors, après, c'est ça le paradoxe, c'est que l'opéra de Lyon, comme l'opéra de Strasbourg, comme l'opéra Bastille, c'est plein à craquer. Et donc, si on les prenait en flagrant délit de ne pas avoir un public, on pourrait intervenir, mais c'est pas vrai. La question, c'est qui fréquente. C'est ce que vous disiez, c'est les profils. Hein, c'est qui fréquente ces établissements. Donc, ils essayent de faire des efforts chaque fois, parce que les directeurs d'institutions culturelles sont des gens comme vous et moi, évidemment. Donc, ils savent bien tout ça. Donc, ils essayent de faire venir des gens moins argentés, des jeunes, des gens qui n'ont pas... voilà. Mais ça reste des pratiques... Et donc, la question des droits culturels, pour en venir à ça... la déclaration du Fribourg sur les droits culturels qui dit qu'effectivement toute personne doit pouvoir non seulement avoir accès à la culture mais aussi exprimer sa propre culture, c'est ce que vous disiez. La question des droits culturels, elle a enfin été écrite dans la loi NOTRe en 2015 grâce à une bataille de sénatrices, c'est une bataille de femmes, j'en suis très fière parce que c'était des femmes de tous bords qui se sont mis ensemble pour imposer au Parlement un amendement sur les droits culturels. Elles ont réussi. Et aujourd'hui, dans la loi NOTRe, on a les droits culturels qui obligent normalement toutes les collectivités territoriales à respecter ces droits culturels, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il y ait des espaces, que toute personne puisse non seulement avoir accès à la culture, mais puisse aussi avoir des espaces d'expression de sa culture, ou de ses cultures, parce qu'on est tous composés de plein de cultures différentes. Hein. On n'a pas... voilà. On a tous plein de multi-appartenances. Voilà. Donc, et ça, c'est le défi de maintenant, il est démocratique au travers de cette... et écologique. À mon avis, il y a deux défis. Si on me demandait de résumer en une phrase les deux défis des politiques culturelles aujourd'hui, c'est la question démocratique et la question écologique. C'est les deux trucs.
moi je voulais rajouter, puisque j'ai des témoignages d'enseignants autour de moi qui se heurtent quand ils font des projets, notamment Auvergne-Rhône-Alpes avec des budgets. Pour des projets, c'est très ciblé, on va leur imposer que ce soit uniquement le patrimoine et je ne sais quoi. Un autre projet qui emmenait des enfants à Paris avec tout un travail en amont, etc. Au dernier moment, la municipalité dit qu'elle se désengage. Donc, comment on fait? Et il y a une souscription, une cagnotte qui est en ligne pour ça. Enfin, là, on est vraiment sur le terrain aussi. Bien sûr, et bien sûr. avec des enfants de ZEP. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même un équilibre. Mais moi, je ne peux pas vous répondre sur la région Rhône-Alpes, ça voudrait dire que je prends ma casquette de conseillère régionale et je ne veux pas le faire ce soir. Bien sûr, voilà. Donc je ne vous répondrai pas là-dessus. Après, les politiques... Mais je pense que toutes les régions sont un petit peu toutes les politiques publiques ont des orientations. Puis à un moment donné, si la CAPI maintient le théâtre du Velin, la médiathèque, elle a des outils, elle essaye de les donner à tout le monde. C'est une politique avec des valeurs, avec des orientations démocratiques, et voilà quoi. Donc moi je connais mal en plus tous les territoires, mais les élus, les choix des élus sont des choix qui pèsent, pas forcément sur la programmation des lieux, puisque là on voit bien qu'il y a plein d'acteurs différents, mais pèsent sur des orientations de politique culturelle, selon effectivement les financements qu'on donne, selon les cahiers des charges que les politiques construisent, fabriquent. À un moment donné, on va avoir une diversité ou pas, on va avoir tel type de programmation, oui, mais c'est une question profondément démocratique que vous posez. Après, il y a des actions culturelles, pas que financées par des institutions culturelles. C'est le cas à l'éducation nationale. Donc là, voilà, on peut toujours se demander en France pourquoi on a aussi peu de moyens pour faire des actions pédagogiques sur l'art et la culture à l'éducation nationale. Ça, c'est la politique du ministère de l'Éducation nationale qui, lui, est totalement centralisée. Alors que les politiques culturelles, elles sont plutôt très décentralisées. Vous voyez, Mais par exemple, alors je sais que la CAPI en a une, et moi j'ai travaillé sur une convention territoriale d'éducation artistique et culturelle. C'est des outils absolument formidables qui permettent de mettre des gens autour de la table, mais pas que des gens de l'éducation nationale, mais aussi des gens qui accompagnent des ados, des personnes âgées, voilà. Et ça, c'est des outils super qui sont une fois de plus cofinancés par le ministère de la Culture, une intercommunalité, le département, la région, et ça permet d'avoir des dispositifs renforcés pour l'éducation artistique et culturelle. Moi, j'en ai travaillé sur une, mais vous en avez une très importante, vous, et très longtemps, c'est très longtemps que vous l'avez, à la CAPI. Moi, j'ai travaillé sur une convention en Drôme, dans un tout petit interco de 8000 habitants. Dans le Royan-Vercors, c'est des outils formidables. Et là, tout le monde se met autour de la table, toutes les collectivités se mettent autour de la table. C'est formidable, mais elle pourrait être, moi là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'elle pourrait être encore plus financée. Parce que c'est des petits dispositifs. Là, dans le Royan-Vercors, ça va être 30 000 € par an pendant 3 ans. Si on mettait plus de moyens, on aurait encore plus de possibilités pour les habitants d'avoir des ateliers, de faire des projets, etc. Ça serait super. Le milieu rural n'est pas très bien doté. Hein. C'est parce qu'il est mieux doté. Hein. Les villes sont plus servies. Voilà, je n'ai qu'un mot, allez voir Nous les fleurs. J'aurais dû. Je n'ai pas de retour sur la billetterie, ne vous inquiétez pas. Je dis vraiment ça pour que vous en profitiez. Merci pour votre écoute.